Laurent Bacler est professeur agrégé de philosophie. Il enseigne en classe préparatoire et est formateur auprès des équipes éducatives sur la relation éducative, la connaissance des adolescents et la coopération au travail. C'est la question de la punition et des sanctions éducatives qui l'amène à se tourner vers la petite enfance. Il tient la rubrique La philo au berceau de la revue Spirale depuis 2012 et est membre du collège Spirale. Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche lundi 27 septembre 2021 avec Laurent Bacler autour de La philo au berceau, paru chez RS Éditions. Elle était animée par Aude Guillemette, professeure de lettres, en cours préparatoire en grandes écoles, CPGE, scientifique. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci beaucoup d'être là. Voilà, je vous propose de commencer cette rencontre. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Aude ? Je suis donc Laurent Bacler, je suis professeur de philosophie et j'ai demandé à ma collègue Aude Guillemette, qui est professeure ici à Toulouse, de lettres, en classe préparatoire, d'être ma discutante ce soir. Je suis très content que tu sois là. Eh bien, je suis contente aussi. Je pensais que nous allions nous vous voyer, mais apparemment, tu as déjà changé Ah, pardon, d'avis. oui. Donc, nous allons changer les Oui, je t'en prie. Peut-être déjà vous présenter, donc, Laurent. Vous êtes donc professeur agrégé de philosophie, enseignant donc en classe préparatoire littéraire. Vous êtes également intervenant en tant que formateur auprès d'équipes éducatives et vous êtes membre aussi de l'association Spirale. Vous tenez notamment la rubrique La philo au berceau dans la revue Spirale depuis quelques années. Donc c'est à l'occasion de la parution de 2 ouvrages, La philo au berceau et L'enfance, une grande question philosophique, que vous êtes présent ici, donc à Ombre Blanche, pour parler un petit peu de ces deux textes. Alors tout d'abord, peut-être justement nous expliquer pourquoi vous avez choisi 2 approches différentes pour aborder finalement ce qui est au cœur de votre réflexion, les 2 pôles au cœur de votre démarche, l'enfance et la philosophie. Alors, je vous remercie de cette question, c'est effectivement un point important. Pourquoi 2 livres ? Et 2 livres très différents, en fait, mais en fait très complémentaires. Dans l'histoire de ce projet d'ouvrage, au départ, on se demandait justement avec les éditions RS, est-ce que ce sera un seul ouvrage ou est-ce que ce sera 2 ? Parce qu'en finalement, j'avais une double approche, et ça correspond aux 2 livres. Une approche par les concepts, quels sont les grands mots qui structurent notre compréhension de l'enfance. Ça peut être l'imaginaire, le jeu, l'adulte, grandir, voilà. Quels sont ces grands mots, les concepts de l'enfance, et puis une approche par les auteurs. En philosophie, on est très attaché à la tradition philosophique, et donc que disent les grands auteurs sur cette question de l'enfance. Et en fait, on s'était dit, je pourrais faire un ouvrage qui mélangerait les 2, ou on pourrait séparer les 2. Et donc, finalement, au fur et à mesure que le projet s'est développé, les 2 ouvrages donc, ont été séparés comme ça, mais ils sont très, très complémentaires. Et donc, je vous invite tous et toutes après à jeter un coup d'œil. Vous verrez. Le petit, qui s'appelle La philo au berceau, c'est 20 citations de philosophes où le mot « enfance » apparaît, qui permet de voir ce que pensaient les grands philosophes de l'enfance. Et là, on est surpris. On découvre des choses. Et puis, celui qui a un format un peu plus allongé, l'enfance, une grande question philosophique, c'est les concepts. C'est les concepts. Bien sûr, on retrouve des noms de philosophes, mais on traverse aussi une sorte de paysage intellectuel et on revisite les mots qu'on a l'habitude d'associer à l'enfance, la question de la maturité, la puérilité, qu'est-ce qu'on entend par ça, les jugements de valeur qu'on porte sur l'enfance. Et j'avais vraiment envie que ce soit un livre d'idées, un livre d'idées qui amène ceux qui vont le lire à réagir aussi, à se dire tiens, je ne voyais pas les choses comme ça, tiens, je pense à autre chose, ou tiens, ça m'aide de voir les choses ainsi. Donc c'était ça un peu l'idée du projet. D'accord. Et dans la philo au berceau, justement, l'approche est assez particulière puisque finalement l'ordre chronologique n'est pas respecté, que les philosophes dialoguent entre eux à partir donc de thèmes variés aussi. Alors pourquoi ce choix de laisser justement le lecteur butiner, papillonner au gré des citations ?
Alors, il y a 3 grandes raisons. Première raison, factuelle, l'ordre des chapitres de la philo au berceau, c'est l'ordre dans lequel, depuis 5 ans, j'ai écrit ces rubriques dans la revue Spirale. Et donc, le premier chapitre, c'est la première rubrique que j'ai écrite pour la revue Spirale. Et puis, après, elle se déroule dans cet ordre-là. La deuxième raison, à laquelle je tiens beaucoup, c'est que ce n'est pas exactement un livre d'histoire de la philosophie. Si c'était un livre d'histoire de la philosophie, j'aurais classé tout ça dans l'ordre chronologique et j'aurais présenté que pensait Platon de l'enfance, que pensait Aristote de l'enfance. Voilà. C'est un livre, en fait, où on est obligé, chaque lecteur est obligé de faire un peu son parcours dans le livre, selon, effectivement, j'aime beaucoup ce mot de butinage, je le reprends à 100%, selon son goût, son appel, sa curiosité. On ouvre la table des matières et on se dit, tiens, tel auteur, qu'est-ce qu'il a dit? Ou alors il y a un titre, il y a le nom de l'auteur et un titre. Tiens, pourquoi ce titre-là? Ça me semble bizarre. Et on peut lire ce livre dans le plus grand désordre. Mais dans un désordre qui aura beaucoup de sens pour nous, parce que c'est le désordre de nos envies et de nos curiosités. Donc il y a un mode d'emploi, c'est un peu un livre philosophique dont vous êtes le héros. Hein, si vous voulez, puisque c'est vous qui allez faire votre parcours dans le livre en choisissant l'ordre des chapitres, avec cette idée que l'ordre des chapitres aussi conditionne notre compréhension de l'enfance en général. Pourquoi je commence par ce chapitre-là? Pourquoi c'est celui-là qui m'intéresse d'abord? Pourquoi pas un autre? Et ainsi de suite. Et puis l'idée aussi, c'était de faire un ouvrage très accessible pour tous et toutes. C'est-à-dire que ce n'est pas un ouvrage de spécialiste pour spécialiste, c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu pour être adressé le plus ouvert possible à tous les publics différents. Vous avez rappelé que je fais des formations pour les équipes éducatives. Il m'est arrivé de faire des formations pour des équipes qui travaillent dans les crèches, les équipes petite enfance. Et là, j'ai beaucoup appris en fait dans ces formations de quelles étaient les préoccupations des personnes dans ces structures. Et c'était extrêmement précieux pour moi d'avoir en tête que j'écris aussi pour que des gens qui travaillent dans des structures petite enfance puissent lire cet ouvrage et y trouver des choses utiles. Non, effectivement, en plus, on a la possibilité de relire donc, les citations, de passer de l'une à l'autre et d'éclairer à nouveau notre lecture d'un des auteurs par la relecture d'un autre aussi. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors moi, ce qui m'a marqué dans l'introduction d'une grande question, enfin l'enfance, une grande question philosophique, c'est finalement ce qui semble être un paradoxe, puisque le titre pose d'emblée l'importance de cette notion-là de l'enfance, alors même qu'il nous semble que la tradition philosophique l'a un petit peu écartée. Donc pourquoi l'enfance serait-elle une grande question philosophique tout d'abord? Et en quoi la démarche que vous adoptez se situe entre on va dire deux conceptions ou deux traditions philosophiques différentes, métaphysiques et existentielles de l'autre? Alors effectivement, la raison du livre, il faut que quelque chose nous porte. Quand on écrit, il faut être porté par un désir fort. Hein. Il y a le désir d'écrire, il est toujours très, très plein de sens, en fait. La raison du livre, c'était de me dire, ça vaut le coup d'avoir une approche philosophique sur cette question de l'enfance. Qu'est-ce qu'on gagne à avoir une approche philosophique? Et j'étais surpris à quel point ça me semblait si urgent, si précieux d'avoir une approche philosophique, parce que grâce à la philosophie, sur les questions éducatives, on va se dire, en fait c'est compliqué, mais c'est normal que ce soit compliqué. Hein, la philosophie aime bien la complexité, c'est son terreau naturel. C'est normal et il ne faut pas chercher à la résoudre trop vite. Donc moi, j'étais attaché à cette idée. Une approche philosophique, ça peut être très utile quand on a affaire à des enfants. Et si on est parent, on a affaire à des enfants. Si on est éducateur, on a affaire à des enfants. On a souvent affaire à des enfants. Et à côté de ça, le constat le plus triste que je faisais, c'était que, effectivement, ce n'est pas un thème central de la philosophie. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Je crois que les livres... Il n'y a aucun grand traité de philosophie où il y a le mot enfance dedans. Mon livre, avec le mot enfance dedans, je crois il y a une dizaine de livres dans toute l'histoire de la philosophie où il y a le mot enfance dans le titre. Parfois, c'est sous forme métaphorique. Il y a l'enfance de l'art. Et donc, il n'y a pas tant de livres de philosophie comme ça qui parlent de l'enfance. Et donc, c'est effectivement... Vous avez raison, Aude. Ma première question, c'était pourquoi? Pourquoi cet oubli, quoi? Pourquoi les philosophes font les gens sérieux et disqualifient cette question de l'enfance?
D'autant plus que, et c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup, l'enfant, il est complètement pris dans des questionnements philosophiques. Ça marche, faut le dire. Si vous êtes un peu philosophe, vous allez voir, si vous avez une vision philosophique de la vie, si vous avez une approche philosophique, vous allez voir la relation avec l'enfant considérablement changer. Faites de questionnements, faites de remise en cause des évidences, faites de butinage, où on va chercher des idées à droite, à gauche. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Quand je dis qu'il y a deux traditions philosophiques, la métaphysique et l'existentielle, la tradition métaphysique se pose des grandes questions sur le monde. Pourquoi ce monde? Pourquoi tel qu'il est? Pourquoi avec ses injustices? Pourquoi avec ses beautés? Bon. La tradition existentielle se pose des grandes questions sur le sens de la vie. Hein, d'où je viens? Pourquoi je suis la personne que je suis? Et pourquoi faudrait-il que tout ça ait une fin qui s'appelle la mort? Et ben moi, j'ai l'impression que c'est les questions que se posent les enfants. Des vraies questions, ils se posent des vraies questions. Après, on les fait passer par un truc qui s'appelle l'éducation et ils ne se posent plus les questions. Ça, on y reviendra à l'éducation. Oui. C'était un point particulier que vous avez donc mentionné plusieurs fois. Et donc, toujours dans cette introduction, justement, vous vous êtes écarté aussi d'approches qui vous semblaient donc manquer de respect vis-à-vis de l'enfance. Vous avez parlé justement d'une certaine désinvolture que l'on percevait dans les champs scientifiques, dans les champs philosophiques, sociologiques, etc. Alors, en quoi, justement, peut-on parler de désinvolture? Pourquoi est-ce que l'enfance aurait été mal pensée jusqu'ici? Je vous remercie beaucoup de relever ce mot parce que je l'ai beaucoup pensé, je l'ai choisi. Je me souviens encore du matin où je suis tombé sur ce mot en me disant « mais oui, c'est ça, je veux ». Ce mot, je l'ai trouvé chez un grand historien de l'art qui adore la philosophie, qui s'appelle Hubert Damisch. Et pour vous faire l'historique de ce mot, Hubert Damisch a écrit un très beau chapitre sur un tableau magnifique qui s'appelle « Les Ménines » de Velázquez. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce tableau extraordinaire, fascinant. Et Damisch dit dans son livre, voilà, quand on analyse ce tableau, tout le monde cherche à nommer les personnages sur le tableau. Alors, qui est ce monsieur? Qui est la petite fille? Et qui sont les fameuses Ménines, les suivantes qui sont à côté? Même le chien, on connaît même le nom du chien. Bon. Et Damisch dit, ce travail-là, qui consiste à mettre un mot sur tout ce que je vois, c'est en fait une forme de désinvolture parce qu'on ne se pose pas la question centrale. Qu'est-ce que c'est que ce montage? Qu'est-ce que c'est que cet espace pictural? Bon. Et moi, j'avais été marqué par cette lecture. Je me dis, mais en fait, il me semble qu'il se passe la même chose sur l'enfance. Il me semble qu'il y a des ouvrages très érudits, très savants, sur comment éduquer nos enfants et tout, mais qui sont une manière d'écarter en fait le problème, de ne pas se poser le vrai problème ou le problème dans sa complexité. Et c'est quoi le vrai problème? C'est que c'est compliqué, qu'on n'y arrive pas toujours, qu'on ne sait pas si on a raison de faire ce qu'on a fait. La démarche éducative, c'est une démarche profondément structurée par l'incertitude. Honnêtement, voilà, si vous avez trouvé la recette pour éduquer les enfants, tous les enfants, et que ça marche à tous les coups, je prends. D'ailleurs, on en fait un livre tous les deux et on vendra des millions d'exemplaires. Mais je pense qu'au contraire, il faut réintroduire cette dimension d'incertitude et du coup, vouloir présenter les choses comme si c'était simple, c'est une forme de désinvolture et presque une marque de manque de respect. Et il y a la citation de Rousseau, le livre commence par la citation de Rousseau. Rousseau dit « il faut respecter l'enfant ». Alors je dis « ok, va pour le respect ». Grand mot philosophique, le respect. Mais je vous pose la question ce soir, c'est quoi le respect en fait? Quand vous voulez respecter quelqu'un, vous faites quoi? Vous le punissez parce qu'il n'a pas rangé sa chambre? Vous lui demandez de finir son assiette? Qu'est-ce qu'on fait pour respecter l'enfant? Et Rousseau donne la réponse. La réponse est très simple, c'est Rousseau qui la donne. C'est dans mon livre. Non, alors il dit, il faut prendre son temps. C'est le temps qui marque le respect dans la relation éducative. J'aime beaucoup cette idée. Oui, donc l'éducation négative chez Rousseau versus la psychologie positive de certains auteurs. Ça c'est très bien amené, là, chapeau. Comme Isabelle Filiosa, effectivement, dont vous avez analysé l'ouvrage dans l'enfance, une grande question philosophique. Pourtant, le titre était intéressant. Hein. Il n'y a pas de parent parfait. On pouvait espérer, c'est bien, ça. On pouvait espérer finalement qu'elle donne donc non seulement des conseils, mais une attitude résolument philosophique en faisant admettre à chaque parent son imperfection. Mais finalement, ce que vous montrez, c'est que l'approche philosophique qu'elle adopte dans un premier temps se transforme en
je cite, un coaching book. Alors, en Là, quoi là, justement vous citez Isabelle Filiosa. aussi. Ouais, c'est pas Les moi, deux. le coaching book. Ah, Ouais. j'ai un doute, je vais vérifier. Donc, effectivement, ce coaching book, en quoi est-ce qu'il est problématique pour penser l'éducation de l'enfant et surtout la relation qu'a le parent à l'enfant? Alors, il y a deux choses dans le problème. Premier problème, ce sont des ouvrages qui se vendent assez bien et qui ont beaucoup d'écoute, qui ont une bonne réception. C'est-à-dire que quand moi je parle à des gens qui s'intéressent à la question de l'éducation, ils me disent tous: ah ben j'ai lu le livre de Filiosa, j'ai adoré, c'était bien, ou j'ai lu tel autre livre, j'ai pris Elle, mais il y en a d'autres. Donc c'est des livres qui répondent à une demande et une attente des lecteurs. Quelle est la demande et l'attente des lecteurs? C'est: donnez-nous un truc pour gérer nos enfants quand ça ne va pas. Et donc, moi, j'aimerais une sorte de baguette magique, vous voyez, comme ça, qui fait que quand mon enfant fait un caprice, je sors ma baguette magique et il n'y a plus de caprice. Par exemple, je suis au supermarché, je passe dans le rayon des bonbons, et là, mon enfant veut des bonbons, et moi, je dis non. Déjà, pourquoi je passe par le rayon des bonbons, si c'est pour dire non? Bon. Alors comment je fais quand il se met à hurler, à pleurer, que je suis au milieu du supermarché, que les gens commencent à me regarder, je suppose qu'ils me jugent, enfin voilà. Et donc on va donner une série de recettes. Bon. Et moi j'aime bien quand je prends un livre sur l'enfance, la première chose que je regarde c'est est-ce qu'il parle des pleurs et qu'est-ce qu'il dit sur les pleurs. Parce que la question des pleurs de l'enfance, c'est un grand truc, c'est très central. Et donc dans ce livre-là, Isabelle Filiosa dit oui, il faut prendre en charge les pleurs de l'enfant. Et il y a dans la partie coaching book, c'est de elle, la formule, il y a des techniques. Il y a une technique en 9 points. Et quand vous suivez les 9 points, à la fin, c'est garanti, l'enfant ne pleure plus. Et honnêtement, je force à peine le trait. Je sais que je suis volontiers facétieux avec ces choses-là, mais elle dit. Pourquoi je dis c'est garanti? Parce qu'elle dit c'est scientifiquement validé. Donc c'est garanti, si vous voulez. Alors, qu'a montré la science? La science a montré, à coup d'expérience très approfondie, que quand un enfant pleure, plus on réagit vite, moins il pleure longtemps. Bon, c'est une sacrée démonstration. Et après, elle propose donc ces 9 étapes. Et c'est intéressant, parce que quand on voit les 9 étapes, on se dit... J'ai quand même des doutes sur le fait que ça marche. Après, on essaye de les mettre en pratique. Très souvent, ça ne marche pas. Donc, on est déçu, mais rassuré. Ouf, heureusement. Et le pire, c'est quand on les met en pratique et que ça marche. Et là on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Bon. Donc, ces ouvrages-là, c'est une manière pour moi de ne pas penser la difficulté. C'est une manière de dire, c'est simple, voilà ce qu'il faut faire, et il n'y a pas de questions à se poser. Alors que je pense que la relation éducative, elle se nourrit des échecs qui nous questionnent. Donc en fait, la philosophie serait à même de remplacer ces livres de recettes. Alors en quoi s'en démarque-t-elle et en quoi permet-elle justement, ce qui est au cœur encore de votre ouvrage, c'est de prendre soin de l'enfant ou prendre soin de l'enfance, et on va y revenir justement après sur cette distinction entre les deux. Alors, ça, c'est une très bonne question. J'écris ce chapitre, donc, un peu critique sur une approche un peu techniciste, technicienne, comme ça, qui donnerait des recettes. Et juste après, je me pose cette question, très honnêtement. Bon, ok, la critique est facile, mais moi, qu'est-ce que j'ai à proposer, finalement? Je peux toujours critiquer ceux qui proposent quelque chose et ne rien proposer. Bon. Et je me dis, ah ouais, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Qu'est-ce que j'ai à proposer? Et je me dis, que ferait un philosophe s'il n'écrirait pas un coaching book? Ok. Alors d'abord, la philosophie ne sauve de rien. C'est pas parce qu'on est philosophe qu'on est forcément un bon parent ou un bon éducateur. Alors, on peut être philosophe et ça peut être une catastrophe, l'éducation qu'on va donner à nos enfants. Et on peut être un très bon parent, un très bon éducateur sans être philosophe. Donc je me dis, c'est pas simple comme ça. Qu'est-ce qui peut aider? Déjà, effectivement, l'approche philosophique, elle va dire, oui, c'est pas simple, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de technique. Et peut-être ce qui va nous aider, quand on a une approche philosophique, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Comment je peux voir les choses autrement? Qu'est-ce que je peux imaginer d'autre? Quelles ressources j'ai pour me dire, pour accepter le fait que, oui, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est compliqué et qu'on n'a pas de solution tout de suite. Moi, j'aime bien l'idée que, plus que des solutions, il n'y a pas de solution, mais il y a des pistes. Et s'il y a des pistes,
elles viennent plutôt du fait qu'on peut échanger entre nous, en parler, et comment les uns et les autres on a fait quand on a eu affaire aux pleurs des enfants qu'on a élevés, à la tristesse des uns et des autres. C'est pas simple. Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas être aussi désorienté finalement? Parce que dans la philo berceau, et même dans une grande question philosophique, la question de l'éducation qui est abordée, en fait, se déploie à travers différentes pensées. Donc, est-ce que celui qui va lire ces différents auteurs, à travers les citations ou à travers une exploration un peu plus large en fait de la pensée, ne risque pas d'être un peu perdu, désorienté et un peu confus finalement, en se disant mais on me propose tellement de pistes que je ne sais laquelle choisir. Est-ce que je les essaye toutes les unes après les autres, au risque d'imploser d'ailleurs? Alors ça, c'est effectivement une vraie question que je me suis posée aussi. Le retour que j'ai eu de certains proches qui ont lu le bouquin, ils m'ont dit, mais quand on avance, on voit ce que n'est pas l'enfance, et on se dit, bon, on attend quand il va nous dire enfin ce qu'est l'enfance. Et en fait, il n'y a pas le chapitre définitif qui pose la définition de l'enfance. Bon. Ça tient à ce que j'ai imaginé pour ce livre, même pour les deux en fait. Je les imagine comme une porte d'entrée, un début en fait de questionnement sur l'enfance qui doit se poursuivre par le fait d'en parler avec d'autres. C'est parce que vous avez lu le bouquin et que ça vous a donné envie de reposer ce problème-là. Moi, j'ai eu une expérience phénoménale aussi avec Spirale. J'ai commencé dans l'édition, à écrire pour Spirale par un article sur la punition. Et donc la question c'était, est-ce qu'il faut punir les enfants, surtout les bébés, hein. Moi, j'ai écrit un article. Est-ce qu'il y a une punition juste? Réponse, non, il n'y en a pas. Voilà. Et en fait, ce qui m'a touché, c'est pas que les gens étaient d'accord avec mon article, c'est la vie de l'article derrière. Les gens ont lu l'article pour poser autour d'eux la question de la punition. Est-ce qu'il faut punir les enfants? Est-ce qu'il faut les punir comment? Et qu'est-ce que ce serait qu'une bonne punition? Et ainsi de suite. Et en fait, moi, j'aimerais que les deux ouvrages que j'ai écrits, ils servent à ça. Ils servent à susciter des échanges pour poursuivre le chemin qui a été ouvert en fait par la lecture du livre. Et donc je rêve de gens qui diraient, tiens, au fait, j'ai lu tel bouquin et depuis que j'ai lu ce bouquin, je ne sais plus trop quoi penser de ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Moi, je dis toujours, le bouquin que j'ai écrit, c'est un super bouquin à offrir en fait. L'achetez pas pour le lire, achetez-le pour l'offrir. Hein, vous dites à quelqu'un, tiens, j'ai pensé à toi, et hop, vous ferez le livre. Et vous verrez, ça lance des idées, ça fait réfléchir, plus qu'effectivement, ça n'apporte la réponse de l'expert. Voilà, je ne suis pas en position d'expertise. D'accord. Donc effectivement, c'est un ouvrage à offrir dans le sens où il va être source de débat, source de discussions animées qui vont pouvoir reprendre maintenant, et donc de lien social finalement. Donc mêler les parents, les adultes, voire les enfants d'ailleurs, qui peuvent aussi s'emparer peut-être pour certains de certains passages. Alors vous avez dit justement que l'enfance, que tout le monde, tous les lecteurs attendaient impatiemment une définition de l'enfance. Or c'est vrai que lorsque vous la livrez enfin, elle diverge du sens habituel. Ce n'est plus une période temporelle, donc un moment de l'existence, mais au contraire, vous la définissez en termes de spatialité, presque. C'est un monde. Alors, comment expliquez-vous justement cette vision particulière de l'enfance? Ça, c'est une idée qui me tient beaucoup à cœur. Qu'est-ce que c'est que l'enfance? Moi, je demandais, quand j'ai commencé à écrire ce bouquin, je demandais aux gens autour de moi comment tu définirais l'enfance. Et 9 fois sur 10, les gens me disaient, c'est une période de l'existence humaine. Et moi, je répondais, non, c'est pas une période de l'existence humaine. L'enfance, c'est pas quelque chose qu'on quitte comme ça. On passe par différents âges, mais en fait, quelque chose de l'enfance reste toujours en nous. Pour une raison toute simple, c'est que, quel que soit notre âge, on reste l'enfant de nos parents. Je pensais à ça parce que j'ai écrit ce chapitre l'année dernière, au moment des fêtes de Noël. Il se trouve que, petite anecdote personnelle, mais ça vous permettra de comprendre mon idée, il se trouve que ma mère est en ce moment bloquée aux États-Unis à cause du confinement. Elle est aux États-Unis, elle est seule aux États-Unis. Et elle souffre de cette distance et tout. Bon, et moi, je suis ici et c'est compliqué, évidemment, d'aller aux États-Unis. Bon. Et je me renseigne, est-ce que pendant le confinement, je peux voyager aux États-Unis, sachant que toutes les frontières étaient fermées?
Et là, les États-Unis, le gouvernement américain a édité un texte qui dit, bon, les frontières sont fermées, sauf pour les enfants de résidents permanents. Donc, ma mère a la statut de résident permanent, la green card. Et donc, je commence à dire autour de moi, bon, d'après ce qui est marqué dans le texte, signé de Donald Trump à l'époque, les enfants de résidents permanents peuvent rentrer aux États-Unis. Et tous mes proches, les amis, ils me disaient, ah oui, non, mais toi, t'es plus enfant. Je dis, mais et alors quand est-ce qu'on n'est plus enfant? Alors j'ai eu droit tout à 18 ans, 16 ans, 12 ans, ça a donné des grandes discussions. Bon, moi je tente ma chance quand même, j'achète mon billet d'avion, la compagnie d'avion me dit vous passerez pas, bon voilà, je vais à l'aéroport, je me souviens toujours, j'étais dans le train qui va à l'aéroport, je me disais autant dans une demi-heure je reviens parce qu'ils vont pas me laisser embarquer. Et en fait c'est passé. Il y avait un douanier américain et il me dit, bah oui, vous êtes bien l'enfant de quelqu'un qui est résident. Et hop, c'est passé. Donc, je suis encore enfant. Notamment quand je me retrouve en face de ma mère. Bon. Donc, l'enfance, c'est quoi? C'est pas simplement le fait d'être enfant. Je suis d'accord que ce que je dis dans mon livre, l'enfance, c'est quelque chose de très simple. C'est un être dépendant de l'autre pour à peu près tout. Pour manger, pour se changer, même pour s'endormir, il a besoin de l'autre. C'est la dépendance qui caractérise l'enfant. Donc c'est un être dont il faut prendre soin et à qui il faut donner de son temps, sachant que le temps, c'est la ressource la plus précieuse que nous avons dans la vie, puisque nous en avons une quantité limitée que nous ne savons pas combien. L'enfance, qu'est-ce que c'est? L'enfance, c'est des choses qui se passent dans notre tête. C'est un monde de désir, c'est un monde d'espoir, c'est un monde d'attente, c'est un monde de souvenirs, parfois douloureux, parfois fantastiques. C'est un monde de souvenirs qu'on a retouché, qu'on revoit de temps en temps. Voilà. Donc l'enfance, c'est ça. Et ça nous porte toute la vie. Parfois, on cherche à s'en détacher, parfois, au contraire, on s'y ressource. Voilà. Il y a un jeu subtil avec ce qui se passe vis-à-vis de l'enfance en nous. D'accord, merci pour l'explication, effectivement. Alors, vous avez dit que l'enfant, c'était un être dépendant, vulnérable, qui avait besoin finalement de l'adulte. Alors, ce qui m'étonnait justement, et ce que j'ai découvert, c'est l'analyse que Baudrillard en fait, en jetant un regard complètement neuf sur cette relation, puisqu'il imagine, ou en tous les cas, il n'imagine pas, on va plutôt dire qu'il affirme, que les enfants jouent un jeu, jouent à être enfants pour rassurer leurs parents, pour rassurer donc les adultes. Alors finalement, est-ce que cette relation, cette hiérarchie n'est-elle pas renversée par l'analyse de Baudrillard? Est-ce que finalement, c'est l'adulte qui prend soin de l'enfant ou c'est l'inverse? Oui, mais je pense que vous avez tout à fait raison, hein. C'est l'inverse. Baudrillard dit, et c'est ça qui est extraordinaire, l'enfant voit que ça ferait plaisir à l'adulte qui joue à être un enfant, quoi. Donc il va le faire. Mais il sait qu'il est plus que ça, quoi. Et l'adulte, lui, il joue pas à être adulte, il croit vraiment être adulte. Vous voyez la différence? Bon. Donc il y a une sorte de supériorité de l'enfant qui, en fait, comprend le jeu de place qui se met en place justement dans la relation à l'adulte et n'est pas dupe de la relation. C'est une sorte de flibustier, quoi. Il avance masqué. Et l'adulte, lui, est plus dupe de cette relation. Alors que dans les faits, et ça c'est une idée très forte, il arrive que ce soit l'enfant qui porte le parent, en fait. Hein, vous connaissez peut-être une image symbolique très forte de Énée fuyant Troie, dévasté par les Grecs, portant sur ses épaules son père, Anchise. Et ça, cette image d'Énée avec Anchise sur ses épaules, elle est très forte pour exprimer le lien qui peut s'instaurer parfois entre un enfant et un de ses parents. Et il arrive que l'enfant porte la tristesse d'un parent. On voit parfois des tout petits enfants qui regardent leur maman et qui disent « mais t'es triste, maman ?» Et ils voient mieux la tristesse que la mère elle-même. Et la mère réalise en entendant son enfant qu'effectivement, ce dans quoi elle est prise en ce moment, c'est une forme de tristesse et ainsi de suite. Et puis ça arrive effectivement que ce soit eux qui soient en fait le soutien de leurs parents. C'est étrange, hein, comme relation. Oh, étrange peut-être pas, mais ça montre effectivement que les facettes de l'enfant sont multiples et qu'on a tendance à les réduire, en tous les cas à travers
le vocabulaire qui est utilisé, notamment relatif à l'enfance, en insistant davantage sur toute leur imperfection, l'inachèvement, l'incomplétude. C'est vrai que vous êtes revenu sur 3 adjectifs qui m'ont semblé très, très intéressants, sur l'enfantin, infantile, puéril, en montrant que même s'ils étaient attachés à définir des caractéristiques objectives de l'enfant, ils étaient malgré tout connotés très, très négativement, très péjorativement, et venaient justement questionner cette relation entre l'adulte et l'enfant, le regard qui est porté sur l'enfant depuis longtemps. Je trouve ça scandaleux. Quand vous dites à quelqu'un « tu es puéril », ça n'est jamais un compliment. C'est quand même incroyable, ça. En gros, tu es comme un enfant, paf, c'est une insulte, quoi. Donc vous voyez comment les enfants peuvent entendre ça? Bon. Donc j'ai écrit ce chapitre en disant faut arrêter avec ces mots-là, quoi. Ou en tout cas, faut vraiment faire attention. Enfin, faudrait changer les choses. Moi, j'aimerais qu'on arrête de dire à quelqu'un tu es puéril comme une sorte de critique, d'insulte et de reproche. Bah oui, il m'arrive d'être puéril. Mais alors je m'en vante pas. Mais on fait comme on peut. Et oui, on est pris parfois dans des situations où ça vient toucher quelque chose en nous et on n'a pas d'autre source que de redevenir un peu enfant. Et donc, qu'est-ce qui va caractériser cette puérilité? En fait, pour moi, ce qui caractérise la puérilité, l'infantilité, c'est l'immaturité. Et c'est quoi l'immaturité? C'est le fait de se confronter à une épreuve pour la première fois. Voilà. Je ne sais pas, perdre un parent, c'est une expérience dans la vie, c'est une épreuve. Bon, il y en a qui vont s'y confronter assez tôt et d'autres un peu plus tard. Ce n'est pas une question d'âge, en fait. C'est juste une question d'expérience. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'être assez dur avec l'usage qu'on fait de ces mots, qui sont, de manière injuste, je trouve, très négatifs. Infantile. Quand on dit à quelqu'un c'est infantile, bah oui, c'est infantile, bah, ça me va. Mais est-ce qu'on ne peut pas percevoir la maturité davantage comme l'état d'achèvement des facultés? Oui, ça c'est la première définition. Ce serait la première et la plus évidente, finalement. Je l'ai dit dans le bouquin, la plus évidente, c'est avoir fini sa croissance. Ok. Sauf que c'est quand qu'on a fini, nous, notre croissance existentielle et philosophique? Vous voyez, oui, c'est pour ça. Comprendre qu'on est mortel. Quand est-ce qu'on comprendre qu'il y a de l'irréversible? Comprendre que les horizons ne sont pas tous ouverts. Enfin, je veux dire, j'ai envie de dire, il faut une vie pour ça. Il faudrait qu'on ait 2 vies, une vie où on apprend à vivre et une vie où on vit. Voilà. Donc, en fait, nous serions des éternels enfants. Ouais, ça me va. Ça me va. Oui. J'aime bien cette idée. Bon. En tout cas, l'enfance, elle est toujours en moi. Et moi, je sais que c'est quelque chose où je retourne de temps en temps. Ouais. Oui, donc finalement, parler de l'immaturité, de l'infantilité d'un adulte, c'est simplement signaler de manière objective qu'une part d'enfance demeure en lui. Bah oui. Et ce que Roger Paul Droit appellerait justement l'esprit d'enfance. Hein. Pourquoi en faire un reproche? C'est très bien, heureusement. Il en fait l'éloge, lui, justement. Oui, lui en fait l'éloge. Oui. Donc, encore une fois, finalement, la frontière entre l'adulte et l'enfant ne semble pas étanche, elle est plutôt poreuse. Oui. Oui, moi je trouve. Disons que dans le livre, je critique non pas le fait qu'il y ait une différence entre un adulte et un enfant, le fait qu'on les oppose et que finalement l'adulte serait celui qui sait, qui a des connaissances, qui est achevé, voilà. Bon, lui, et puis l'enfant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toujours caractérisé par le manque et l'inachèvement, voilà. Et comme on l'a dit, là, parfois c'est l'inverse, parfois c'est l'enfant qui porte l'adulte, parfois, voilà, c'est pas si simple que ça. Oui, parfois l'enfant qui fait preuve de maturité, donc d'une maturité supérieure à celle de l'adulte, effectivement. Alors, j'avais été interpellée aussi par un passage de l'ouvrage dans lequel vous revenez sur l'arrivée de l'enfant dans le monde, sur les cris, les pleurs. On en revient encore aux pleurs, cette fois-ci. Donc, à travers la mention donc, de Kant et de Lucrèce. Ce qui m'avait interpellée, c'était justement la façon dont ces 2 philosophes interprétaient donc, la façon dont l'enfant, dès la naissance, poussait son premier cri. Et ce qui me semblait étonnant, c'était finalement qu'ils attribuaient à l'enfant des sentiments, des réactions, un jugement qui ne semblait pas coïncider avec ce qu'on attend d'un nouveau-né. Et finalement, lui a attribué des caractéristiques déjà presque adultes, en fait.
Et alors, de quel côté penchez-vous? Est-ce que c'est un cri d'indignation, un cri de colère? Qu'est-ce que c'est alors ce cri du nouveau-né? Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais j'aime bien l'idée qu'il y a derrière ce cri autre chose que de la souffrance physique. Et en fait, les philosophes très vite se sont dit, bon, on peut, à la naissance, l'enfant crie, ok, pourquoi il ne ferait pas autre chose? Donc, il se trouve qu'il crie, ok. Alors d'abord, est-ce qu'ils crient tous? Je ne sais pas. Et quand il crie, quel sens nous donnons à ce cri, en fait? Moi, je suis vraiment du côté de, justement, l'adulte. Donc l'adulte se dit, bon, c'est normal, il crie parce qu'il a mal. Ça va passer physiquement. Mais après, si c'est nous qui disons ça, on pourrait tous aussi bien dire, il crie parce qu'il voit sa liberté entravée, il ne veut pas sortir du corps de la mère, et il est en train de nous dire, remettez-moi dedans tout de suite, hein, ou il crie parce qu'il arrive dans un monde dont il voit le caractère dur et injuste, et donc ça c'est Lucrèce, hein, c'est un cri d'indignation. Alors le plus étrange, c'est qu'il y a un moment où il arrête de crier. Ça veut dire qu'il y a un moment où cette entrave à la liberté, cette indignation, elle est acceptée, ou elle est comprise, ou elle est dépassée. Voilà. C'est étrange. Une sorte de compréhension déjà du monde. Oui. Ouais. Alors compréhension qui passe aussi par les adultes, finalement par les parents, et on en revient encore à cette question de l'éducation, que vous définissez donc comme le fait de donner des habitudes pour ne pas penser. Alors, ça me semble quand même assez surprenant, mais je veux bien une explication. Donc, finalement, l'éducation s'opposerait complètement à la philosophie. Ah oui, oui, oui. Une grande part, pour moi, du processus éducatif consiste à transmettre des codes, des routines, des habitudes qui sont propres à un groupe social donné. L'éducation, quand elle vise à adapter l'individu au groupe, ou à l'époque, c'est juste une question de geste, presque mécanique. Et du coup, effectivement, moi je me suis posé cette question. Il me semble que le mot éducation, il peut être trop lourd de sens pour désigner tout simplement ce que les parents font avec leurs enfants. Et vous savez ce que les parents font avec leurs enfants? Je vais vous dire ce qu'ils font avec leurs enfants. Ils font ce qu'ils peuvent. C'est tout. Avec le temps qu'ils ont, avec l'histoire qu'ils ont, avec les désirs qu'ils ont, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. Après, est-ce qu'il faut appeler ça éducation? Je veux dire, le mot, il est vraiment lourd de sens. C'est un sacré mot, quoi. Alors effectivement, on peut le matin se réveiller en disant, avant d'aller réveiller mes enfants, quelle éducation je veux pour eux? C'est une grande question, hein? Bon. Et on peut se dire, bah voilà, dedans je mets des valeurs, je mets peut-être des voyages, enfin bon. Mais au final, cette question de l'éducation, elle n'est pas si centrale que ça dans le quotidien de la relation à l'enfant. Sauf si on la comprend peut-être justement étymologiquement comme guider l'enfant et finalement lui apprendre à être libre, oui, et à se détacher des soutiens que représente l'adulte. Alors je donne une définition de l'éducation qui moi me va, mais une fois de plus, comme c'est de la philo, c'est ouvert à discussion, à débat, et on va vous passer le micro après, donc vous pourrez réagir. Moi je dis l'éducation, c'est apprendre à l'autre à se passer de moi. Voilà, l'éducation c'est ça. Donc c'est un gain d'autonomie pour l'autre, mais il a besoin que je l'aide à gagner cette autonomie. Donc éduquer, c'est apprendre à l'autre à faire sans moi. Il a besoin de moi au début pour faire, et puis petit à petit, il va faire sans moi. Ça veut dire que l'horizon de l'éducation, c'est de laisser partir l'enfant. Et ça, c'est pas simple. Oui, ce serait aussi finalement l'ensemble des processus qui permettent à l'enfant de s'inscrire dans une culture et de s'émanciper aussi, donc en pensant par lui-même, etc. Si on reprend l'idéal de Rousseau ou l'idéal des Lumières, etc. Donc le terme, enfin l'expression qui m'avait marqué, c'était justement que c'était une notion mystificatrice en réalité. En fait, c'est le terme qui gêne plus que le contenu. On est d'accord. Disons qu'au nom de l'éducation, on va dire, ben voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a une phrase de Kant dans le livre que j'aime beaucoup qui dit « Il ne faut pas éduquer les enfants en fonction de l'état actuel de la société. Il faut les éduquer pour qu'ils puissent, eux, imaginer la société à venir. » Vous voyez, c'est différent. Donc effectivement, aujourd'hui, pour avoir un bon emploi, quel type d'études il faut faire? Donc on se dit, bah, moi j'aimerais pour mon enfant. Ok, mais en fait, c'est quoi le monde de demain? C'est quoi l'avenir? Et qu'est-ce que je veux transmettre, plus qu'éduquer, transmettre à mon enfant pour qu'il soit en état, non pas d'être adapté à la société actuelle, mais qu'il soit en état de changer la société actuelle, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément bien,
et éventuellement imaginer le monde à venir. C'est là que la dimension la mystification de l'éducation, elle est là. On va transmettre ce qu'il faut pour aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est déjà hier. Oui, alors peut-être du coup parce que cette éducation, elle est pensée à l'échelle individuelle, Oui. l'éducation de son enfant, alors que quand l'envisageait, lui, du point de vue d'abord de la perfectibilité et ensuite de la société dans son intégralité. Oui. Oui. Alors, est-ce que du coup, vous pensez que l'éducation actuellement telle qu'elle est pensée est du côté justement de l'individualité, ce qui expliquerait donc tous ces livres de recettes pour réussir, etc., ou pas du tout? Alors, ce n'est pas l'éducation des enfants qui est du côté de l'individualité, c'est la société dans son ensemble qui est dans une pente, une tendance assez individualiste. Donc on a plus de mal à penser le commun que de penser les fins d'épanouissement individuel. Donc, et on est pris là-dedans, en fait. On est pris là-dedans, et donc, effectivement, ça, c'est les questions de ce qu'on veut pour nos enfants sont liées à ça, en fait. Donc, moi, je dirais ça, c'est la société actuellement qui est comme ça. Et l'éducation, elle est forcément le reflet de son époque, de son temps. Après, ce qui la caractérise aujourd'hui, elle est un petit peu hypocrite avec l'enfance, au sens où elle a tendance à laisser croire aux enfants que c'est trop bien d'être enfant, que c'est vraiment une période bénie, mais au final, personne ne se dit « j'aimerais retrouver voilà, cet état de dépendance ». Donc, et je pense que les enfants s'en rendent compte. Donc toujours lucide sur ce que pensent les parents et sur la façon dont ils agissent. Je ne sais pas si on continue, si vous voulez laisser la parole, peut-être toutes les questions. Je pense qu'on a bien déblayé plein de choses. Hein, J'ai d'autres questions, mais c'est... Voilà. Non, moi, je pense qu'on peut passer la parole au public. Je ne sais pas s'il y a un micro pour le public. Il me semble qu'il est prévu un micro pour le public. Ou sinon, oui. Ah oui. Ou sinon, vous pouvez juste, en levant la main, prendre la parole. Et je pense que la taille de la salle le permet aussi. Et donc, effectivement, l'idée, c'est ce que je dis au début, je crois, de l'enfance, une grande question philosophique. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, parce que c'est de la philosophie. La philosophie n'est pas un discours, enfin pour moi, c'est pas un discours d'expert. Elle est ouverte à débat, à discussion, et à questionnement et objection. Finalement, il est même recommandé de ne pas être d'accord, si on veut que le débat soit Moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Ça me donnera des idées pour le prochain livre. Alors, est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des réactions parmi vous? Et puis, il y a un micro au fond. Oui, là. Vous avez dit que les parents ils faisaient ce qu'ils peuvent pour éduquer leurs enfants. Donc je me demandais si vous pensiez que des parents ne devraient pas ne devraient pas être parents finalement. Ah. Alors, et vous savez que c'est une bonne question. Ils se sont posé cette question en Angleterre. Et la réponse, c'est effectivement, il y a des parents qui ne devraient pas être parents. Attention, c'est la réponse des services sociaux anglais, hein, ce n'est pas la mienne. Et ils ont mis en place un système où on peut venir chez vous, voir si vous êtes un bon parent et juger si vous êtes un bon parent. Et si vous n'êtes pas un bon parent, on vous prend la garde des enfants. C'est l'imaginaire politico-social, c'est extraordinaire ça. Comment on va faire pour savoir si on est un bon parent, quoi? Voilà. Donc, quand je dis les parents, ils font ce qu'ils peuvent, c'est aussi l'idée que on ne va pas porter un jugement moral sur ce que les autres font. C'est compliqué de porter un jugement moral sur ce que les autres font. Pour moi, la morale, c'est une question très intime et privée de rapport de soi à soi. J'ai dit quelque chose, j'ai fait quelque chose, j'aurais pas dû, je suis mal. Ça, la morale. Okay? Ou au contraire, là, j'ai été juste, j'ai trouvé le mot juste, ou j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais qui je suis, moi, pour aller dire à l'autre, ce que tu fais, c'est pas bien. Bon. Ou encore mieux, ce que font les éducateurs ou les éducatrices, punir l'autre en lui disant « c'est pour ton bien ». Voilà. On est volontiers, surtout vis-à-vis de l'enfant, dans cette espèce de posture haute et moralisante, moralisatrice, et je ne sais pas si ça aide la façon dont on va prendre soin de l'enfant.
Est-ce que ça aide vraiment de faire la morale aux enfants? Est-ce que ça nous aide à prendre soin de la qualité de la relation avec les enfants? Voilà. On va leur transmettre de toute façon des choses, des valeurs, des croyances. Ça passera beaucoup inconsciemment d'ailleurs. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce que ça répond à votre question? Oui? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres... Allez-y, oui, là, je vous en prie. Et après, devant pour madame. Donc, vous avez parlé des punitions sur les enfants. Vous avez fait juste une petite aparté. Vous nous avez dit que vous aviez écrit dans Spirale, il me semble, Oui. un article qui dénonçait. Qui dénonçait? Non, je n'ai pas dit qui dénonçait. Non, non, un article autour des punitions. Oui. Et qui concluait que c'était pas une bonne solution. Ah non, ouais. D'accord. Mais donc, j'aimerais savoir, est-ce que parce qu'il y a une différence entre ce que l'éducateur ou le parent va poser comme punition et ce que l'enfant va percevoir comme punition. Oui. C'est-à-dire que il peut y avoir des choses que l'enfant va percevoir comme punition qui en fait ne le sont pas du point de vue de l'éducateur. Oui. Est-ce que vous pourriez préciser ce point-là sur les punitions? Est-ce que c'est-à-dire est-ce que vous parliez juste des punitions physiques ou Non, toutes. D'accord. Toutes. Et en fait, c'est que l'enfant ne doit pas se sentir privé. Il ne doit pas ressentir. Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, non. Allez au bout. Bon. Moi, je veux bien vous parler de la punition. C'est une très belle question, cette question de la punition. Quand on punit quelqu'un, quand on punit l'autre, parce qu'en général, c'est pas soi-même, quand on punit l'autre, qu'est-ce qu'on attend de la punition? Pourquoi tout d'un coup se dire, tiens, j'ai un problème et la solution, c'est de punir l'autre? Wow, moi, je me dis, mais quel raisonnement logique et cohérent peut mener à cette conclusion, quoi? Il me semble qu'il y a des auteurs qui avaient dit que c'était pour forger une mémoire à l'enfant, puisque il aura. On observe ça aussi dans des sociétés où on tatoue les hommes, par exemple, c'est pour leur forger une mémoire de leur passage à l'âge adulte. Donc voilà, c'est comme ça qu'on pourrait répondre, par exemple. Ben, c'est pas mal. Je trouve que c'est un bon argument que vous avez. Moi, ce que j'entends dans votre argument, c'est quand on punit, on fait souffrir. La souffrance permet d'inscrire dans la mémoire quelque chose. C'est ça? Oui, en gros. C'est pas mal? Ok. Qu'est-ce qu'on inscrit dans la mémoire? On va inscrire surtout la punition, pas la punition plutôt que la cause. Qu'est-ce qu'on va inscrire? On va lui inscrire. Vous voyez, qu'est-ce qu'on attend de la punition? Je décide de faire souffrir l'autre parce que je crois que ça va permettre quelque chose que je ne peux pas obtenir autrement que par la souffrance. Par exemple, on me dit toujours, mais il faut bien le punir pour qu'il comprenne. Ah bon? Parce que pour comprendre, il faut infliger de la souffrance à l'autre? Je suis prof, hein, j'essaie toute la journée de faire comprendre à mes étudiants. Si on me dit qu'il faut qu'ils souffrent, voilà. Vous voyez? Est-ce que ce que je veux obtenir par la punition, je ne peux pas l'obtenir par d'autres moyens? Par exemple, j'aimerais qu'il comprenne que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Ok. Imaginons, je lui explique. Imaginons, il comprend. Est-ce que j'ai besoin en plus de le punir? Vous voyez? Et puis, l'inscription sur la mémoire. Alors ça, effectivement, c'est un rôle civilisationnel, quoi, hein, la punition, ou presque les rites de passage qui étaient volontiers violents, hein, à une époque. Comment on marque la mémoire de quelqu'un? Par le mal qu'on lui fait ou par le bien qu'on lui fait? Comment on va marquer quelqu'un dans sa mémoire au point qu'il se dise « Ah là, ouais, j'ai pris une leçon. Là, j'ai pris une leçon. » Et moi, j'ai le sentiment qu'en fait, on est beaucoup plus marqué par les fois où l'autre avait le pouvoir sur nous, pouvait nous infliger une punition et s'est retenu de nous punir. Il a fait autre chose. Il a été plus que patient ce jour-là. Où il a été plus que compréhensif. Et là, je prends une leçon, quoi. Je me dis, waouh. Enfin, je me mets à la place d'un enfant. Je me dis, bon. On marque plus la mémoire par le fait qu'on pouvait punir, mais qu'on ne l'a pas fait, que par le fait de punir, effectivement. Voilà ce que je me dis. Et donc, un jour, vous aurez peut-être à punir quelqu'un. Réfléchissez bien avant. Qu'est-ce que vous attendez de la punition? Est-ce que je ne peux pas l'avoir par un autre chemin? D'accord, merci. Il y avait une question devant.
fait, c'était plutôt dans le sillage de la question précédente. Je vous en prie, Une oui. question que je voulais vous poser. Vous connaissez le texte d'Henri Michaud. Je crois que c'est Voyage en grande Garbagne. Non, je ne connais Le pas. marché des parents. Oui. Où je crois que les enfants qui ne sont pas contents de leurs parents, on décide qu'on met tous les parents sur la place du marché et ce sont les enfants qui vont choisir les parents. Alors, il y a très longtemps que je ne l'ai pas lu, mais suite à cette question, vous parliez de Rousseau et de l'enfance. Est-ce que vous puisez dans les textes littéraires, par exemple, je pense à l'enfance d'un chef ou l'écriture de l'enfance par des philosophes comme Sartre et des écrivains, est-ce que ça alimente votre questionnement? Alors, effectivement, c'est une question très importante, je vous en remercie. Quand j'ai commencé à me renseigner sur qu'est-ce que je peux lire pour savoir ce qu'on pense de l'enfance, ce qui revenait très souvent, c'était en fait des romans. Donc il semblerait que dans la littérature, ça c'est un vrai thème qui a été vraiment pris en charge et qui habite presque toute grande démarche littéraire, quoi. Voilà. Et c'est pas un hasard si la grande œuvre de Sartre, où il parle le plus de l'enfance, c'est Les Mots, c'est-à-dire une œuvre autobiographique qui n'est pas vraiment un essai philosophique, même s'il y a beaucoup de philosophie dedans par la force des choses. Et donc, effectivement, je me suis posé cette question. Est-ce que je lis les romans qui me semblent intéressants, qui apportent un point de vue sur l'enfance? Et je me suis dit, pour moi, vu ma formation, je vais en rester à la philosophie. Et ça a du sens aussi pour moi, au sens où, justement, autant le thème est présent dans la littérature, dans le romanesque, dans le roman, peut-être parce que, et on en parlait ce matin avec les élèves de Aude, peut-être parce que l'enfance est foncièrement liée à la question de l'imagination, de l'imaginaire. Et donc, dans un roman, ça va tout seul, quoi. Alors qu'en philosophie, on n'aime pas trop l'imaginaire. C'est plutôt une source d'erreur. Donc, on se méfie de l'imagination en philosophie. Peut-être c'est ça. Et donc, voilà, je ne me suis pas lancé. C'est un travail colossal, ça, de recenser ou de trouver l'approche littéraire de l'enfance. Je suis sûr que c'est aussi une grande question littéraire, l'enfance. Et peut-être j'y viendrai après. J'ai quand même mis à la fin du livre un chapitre sur 3 œuvres cinématographiques qui sont, à mon sens, 3 très grands films sur l'enfance. Et le premier, je crois, c'est l'adaptation d'un roman. Donc, il y a... Pardon ? Ah non, j'ai choisi 3 autres films extraordinaires. Je pense que vous les connaissez tous et toutes, peut-être pas le 3e. C'est lesquels? Alors, il faut acheter le bouquin. Je peux spoiler aussi. Ouais, vas-y. Toi, vous avez lu le bouquin en plus, Aude? Eh bien, alors allez-y. Les 2, attentivement. Alors, ouais. Donc, La Nuit du Chasseur, Citizen Kane et Les Contrebandiers de Moonfleet. Voilà. Et donc, c'est un choix... Vous voyez, alors, j'aime bien... C'est un choix très personnel. Et les gens me disent « Ah, mais vous n'avez pas parlé de tel film ». On me dit souvent « Les 400 coups » de Truffaut. Alors d'abord, Les 400 coups, pour moi, c'est plutôt un film sur l'adolescence que l'enfance. Il y a un très grand film de Truffaut sur l'enfance, c'est L'Argent de poche. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ils pensent aux 400 coups, quoi. Ok. Ou L'Enfant sauvage. Ah oui, tout à fait. Encore un Truffaut, quoi. Voilà. Donc, il y a des grands films de Truffaut sur l'enfance, plus que Les 400 coups. Et donc, les gens me donnent des idées. Et on m'a donné une très belle idée. Et j'écrirai quelque chose là-dessus sur Zéro de conduite, de Jean Vigo. C'est un sacré film aussi. Et en fait, ce que je veux, c'est que les gens lisent ce chapitre où il y a ces 3 livres, les films, et se disent « Ah bah moi, j'aurais choisi 3 autres films. » Eh ben c'est bon. Moi, je suis content. C'est comme ça que fonctionne le bouquin. C'est pas parce qu'il vous livre des réponses, c'est qu'il vous fait penser quel film j'aurais choisi pour illustrer cette question de l'enfance, quels films m'ont marqué moi, quels films m'ont permis de comprendre ce qui se passait dans l'enfance, et surtout, quels films m'ont réconcilié avec l'enfance. La Nuit du Chasseur, c'est ça, c'est un film qu'on voit adulte, et on se réconcilie avec l'enfant qu'on était, et on se dit, mais finalement, on n'a pas à liquider notre enfance, on n'a pas à s'en détacher. Elle est toujours là, elle nous habite, et elle nous porte aussi. Donc voilà, si vous avez des suggestions, je les prends. Oui, monsieur. Quand vous avez parlé de la punition par rapport à l'enfance, il y a quelque chose qui parle en ce moment, parce que c'est les 100 ans de la mort de Georges Brassens. Mais quand on entend les 4 bacheliers avec son père, qui va le chercher, et qui lui bourse un pipe, au lieu de le punir, il y a quelque chose qui parle de ce que c'est que la punition. C'est très beau.
Très beau. Dans l'article sur la punition, je dis pas que c'est interdit de punir. Je dis que quand on punit, quand ça arrive, c'est en fait que on atteint une limite, quoi. On manque de patience, c'est la fatigue, voilà. Mais punir en se disant j'ai raison de le faire, c'est plus compliqué. Punir en disant à l'enfant c'est pour ton bien, c'est plus compliqué. Donc ça arrive que le parent il punisse, mais voilà, parce que c'est parfois difficile. Et, Il est quand même puni par la Ligue de 7, parce qu'il ne peut pas rester, en fait. C'est ça l'histoire, oui. Et vous voyez ce que je disais tout à l'heure, c'est on apprend plus des fois où l'autre a renoncé à nous punir que quand effectivement il nous punit. Et ça c'est un très bon exemple alors. Ah ouais, c'est un très bon exemple. Ça me va. Il y a une question tout au fond. Merci. Je me pose la question, est-ce que cela vaut aussi pour les adultes? Ou alors, jusqu'à quel âge cela vaut-il? C'est-à-dire, nos lois sont basées, entre autres, sur la notion de punition. Est-ce que c'est également quelque chose que vous remettez en cause à cette échelle-là? D'accord. Alors, non, c'est différent. La question des lois, d'abord, on fait une distinction on pourrait faire une distinction entre punition et sanction. Et c'est une vraie question. C'est-à-dire, d'où vient l'idée? Moi, il y a un livre que j'adore, qui m'a inspiré pour cet article sur la punition, qui est un livre de Michel Foucault, qui s'appelle « Surveiller et punir ». Et le sous-titre de ce livre, c'est « La naissance de la prison ». Et la démarche de ce philosophe, de Foucault, est très simple, elle est de se dire quand et pourquoi nous est venue l'idée que priver quelqu'un de sa liberté, c'était un bon moyen de punir. Et il dit, on voit toujours la privation de liberté comme une sorte de progrès dans la punition, parce qu'on ne fait plus souffrir, on n'est plus dans le supplice, on n'est plus dans le châtiment. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend en fait de ça? Qu'est-ce qu'on attend du fait de priver quelqu'un de sa liberté? C'est simple. Si je prive quelqu'un de sa liberté, je le sanctionne ou je le punis, il comprend quoi? Qu'il ne doit pas recommencer. Et donc ce serait merveilleux, non? Une punition qui évite la récidive. Donc ce qu'on attend, c'est qu'il n'y ait pas de récidive. Et Foucault dit dans ce livre, de ce point de vue-là, la prison, c'est plutôt raté. Et ce qui est étrange, c'est que moins ça marche, plus on emprisonne. Alors maintenant, on réfléchit, on se dit, est-ce qu'on ne peut pas imaginer autre chose? Une autre manière, peut-être de punir si vous voulez, je ne sais pas, mais je pense qu'on peut imaginer autre chose si le but, c'est d'éviter la récidive. Donc, la prison ne sert pas, en réalité, à éviter la récidive. Elle sert à autre chose. La punition, je vais vous dire à quoi elle sert la punition. Pourquoi on punit les enfants? Pourquoi on punit à l'école? Ça sert à produire des individus obéissants. Et pour ça, ça marche bien. Ça marche très bien, la punition. Ça produit de l'obéissance. Après, la question, c'est est-ce que éduquer quelqu'un, c'est lui apprendre à être obéissant? Et du coup, est-ce que ça ne reprend pas finalement la distinction que fait Kant entre la discipline et l'instruction? Oui. Entre l'écolier, l'élève c'est ça, finalement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire l'éducation à la discipline. Elle en est, je dirais, une étape première, nécessaire pour Kant, mais finalement, elle doit laisser la place à autre chose. C'est-à-dire la discipline passe d'abord, et ensuite l'instruction se met en place pour donner naissance à l'homme qui va prendre place dans la société, non? Tout à fait. J'ai fait beaucoup de formations pour les équipes éducatives qui me demandaient des formations sur l'autorité. Alors, ils voulaient des trucs. Alors, la demande, c'est toujours la même. Comment faire pour avoir plus d'autorité? C'était leur demande. Et leur demande, c'était « et on veut un truc qui marche ». Une recette. Voilà, on veut une recette. Ouais. Et donc, il n'y en a pas. Hein. Donc, ça, c'est super compliqué, cette question d'autorité. Et ils étaient effectivement sur l'idée que on a besoin d'avoir en face de nous des gens obéissants. Et je me suis rendu compte que oui, effectivement, pour que quelque chose comme une relation éducative prenne place, il faut que l'autre accepte un certain nombre de contraintes. Il y a une forme d'obéissance. Mais l'obéissance, si vous voulez, c'est un préalable. L'obéissance, le respect de certaines règles est un préalable pour que quelque chose comme l'éducation se passe. Mais ça peut pas être, le but de l'éducation ne peut pas être de rendre l'autre obéissant. Donc, ce que dit Kant est pas mal. Il met l'obéissance avant l'émancipation.
Donc il faut effectivement qu'on puisse amener l'autre à respecter certaines règles, certains comportements, pour qu'après, il puisse s'en émanciper. Donc ça, c'est compliqué, ça. Ça, c'est compliqué. Est-ce que ça répond à votre question, madame? Oui? Il y a une question juste devant. Oui? Allez-y. Je me suis posé une réflexion, j'ai une réflexion, j'aimerais bien avoir votre avis dessus. C'est, tout à l'heure on a parlé de comment la société, est-ce que la société pourrait choisir quel individu serait apte à éduquer un enfant, à avoir un enfant. Moi, ma réflexion, c'est l'inverse. Est-ce que l'adulte, avant de prendre la décision de vouloir avoir un enfant, comment lui, il doit faire son choix? Est-ce qu'il doit s'auto-évaluer pour savoir s'il est apte ou pas? Non, mais ça me tracasse beaucoup, moi, personnellement. Surtout quand moi, je vois l'état du monde, comment il évolue, les choses vont mal. Et on est en surpopulation, des choses comme ça. Et moi, personnellement, je me dis, mais c'est peut-être plus quelque chose de moral d'avoir un enfant. Et donc, sous quelles conditions je prends la décision, oui, moi, je veux bien avoir des enfants. Ouais. Alors, ça, c'est une très belle question. D'abord, j'ai envie de vous répondre, on le fait déjà. On le fait déjà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, avant d'avoir un enfant, prennent en compte un certain nombre de conditions, ou de circonstances, ou de choses liées à une situation. On va se dire, avant d'avoir un enfant, j'aimerais un emploi stable, ou j'aimerais gagner suffisamment ma vie, ou j'aimerais être installé dans tel endroit. Bon. Et puis, il faut rencontrer quelqu'un. Bon. Oui. Il y a un cri du cœur. Oui. Là, je suis désolé d'avoir tardé à faire cette précision, mais il arrive qu'on réfléchisse la chose dans sa tête sans en parler à l'autre, en fait. Et ça arrive aussi qu'on a des raisons. Par exemple, on va se dire, vu l'état du monde actuel, moi, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Et l'autre, en face, il s'est pas dit ça du tout. Et lui, il se dit, moi, j'ai vraiment envie d'avoir un enfant. Donc, effectivement, parfois, il y a un désaccord. Mais imaginons qu'il y a un accord entre les deux. Ils sont d'accord, soit pour avoir un enfant à tel moment, donc on va calculer, il faut que l'enfant naisse à tel moment de l'année. On peut faire des choses très précises maintenant. Alors ça c'est compliqué. Quand l'enfant arrive après un ensemble de délibérations des parents. C'est compliqué parce que du coup, les parents ont des attentes et ils voient dans l'enfant des choses qu'ils ont mis, en fait. Donc je vous donne un exemple tout simple pour vous faire comprendre. On pourrait aujourd'hui, c'est techniquement possible, choisir le sexe de l'enfant. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des fécondations in vitro et voir quel embryon va se développer, si c'est un embryon de garçon ou de fille. Bon, donc c'est techniquement possible. Mais pourquoi on ne le fait pas? Imaginez qu'on dit c'est possible, vous pouvez choisir d'avoir une fille ou un garçon. Et l'enfant naît, donc c'est un garçon, et il sait que ses parents voulaient un garçon. Et là, il va grandir en se disant « je suis quelque chose que mes parents ont voulu ». Sauf qu'il se trouve que moi, je ne suis pas mes parents, quoi. Moi, je ne suis pas mes parents, et peut-être qu'effectivement, je ne me sens pas collé à l'image qu'ils ont de ce que c'est que d'être un garçon aussi. Donc ça peut faire une évolution un peu compliquée, on va dire. Et en fait, pas besoin de penser à un garçon. Vous pouvez faire un enfant en vous disant « je vais faire un enfant pour qu'il devienne ministre », par exemple. Ou « je vais faire un enfant pour qu'il devienne décorateur de boutons de porte en faïence », tous les métiers se valent. Et l'enfant grandit en se disant « mes parents ont voulu ça pour moi ». Et donc, comment il va faire avec ça? Il y a des enfants qui choisissent de coller à ce qu'ont voulu les parents pour eux. Il y a des enfants qui, au contraire, vont essayer de refuser ça, de faire autre chose. Donc on se construit comme ça dans cette conflictualité, là, cette dualité. Et puis on pourrait imaginer quelqu'un qui dirait moi je préfère ne pas avoir d'enfant. Voilà. Bon, vu l'état du monde, j'ai rien à dire, pourquoi pas. Pourquoi pas. En revanche, il arrive qu'un enfant arrive sans qu'il ait été pensé, voulu, désiré. C'est pas forcément une mauvaise chose. Et ça peut faire une vie qui vaut vraiment le coup d'être vécue. Voilà ce que je me dis. D'accord, donc je vois le fait qu'il n'y a pas de... c'est pas forcément précis, on voit comment les choses évoluent. Merci beaucoup. Et puis votre réflexion m'a fait penser
au film Bienvenue à Gattaca. Oui. Oui, merci beaucoup en tout cas. Très bon film, très bon film. Très bon film. Ouais. J'aurais une autre question. Tout à l'heure, on a parlé de l'enfance et on a vite fait évoquer l'adolescence. Oui. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans Éducation de Rousseau, où il va donner dans chaque étape de la vie, une évolution sur comment est-ce qu'on va éduquer l'enfant au fil du temps. Comment on pourrait se dire, à quel moment on sait qu'on est dans cette transition, on passe d'une étape à l'autre, de l'enfance vers l'adolescence? Ok. Alors, une réponse en deux temps. Premier temps, à l'adolescence, se remettent en chantier, se reposent des questions qu'on se posait en fait dans la petite enfance. Et on a résolu ces questions dans la petite enfance avec des solutions qui tenaient la route, qui étaient bien. Du genre, mais je suis qui, moi? Grande question. Quand on est petit enfant, à un moment, on comprend qu'on est le fils ou la fille de ses parents et qu'il y a une structure de filiation et qu'on a des cousins qui ne sont pas les enfants de nos parents, qui sont les enfants des frères et sœurs de nos parents. On comprend sa place dans le monde en fonction de la question de la filiation. À l'adolescence, cette question, elle revient là, paf, d'un coup. Mais en fait, je suis qui, moi? Je suis qui, moi, quand je ne suis pas avec mes parents? Et là, ça remet en chantier des choses. Et donc, il y a des points de comparaison entre l'adolescence et l'enfance. Moi, j'ai beaucoup appris dans mon métier d'enseignant. J'enseigne à des adolescents. J'ai beaucoup appris en écoutant ce que les équipes petite enfance font avec les tout-petits, en fait. Comment elles calment un groupe, comment elles sont attentives aux réactions des uns et des autres. Et ça, c'est extraordinaire, les échos qu'il peut y avoir entre petite enfance et adolescence. Ceci étant, il y a aussi une grande différence. Et votre question, c'était qu'est-ce qui marque, quoi? Comment on sait qu'on entre dans une autre partie de la vie? Pour l'adolescence, l'entrée dans l'adolescence, c'est assez simple. On sait quand ça commence, c'est avec la puberté. Et ça a des conséquences très fortes, c'est que la puberté, c'est un truc qui nous tombe dessus, quoi. On ne choisit pas. Et ça nous tombe dessus, et ça va engendrer une série de transformations dans notre corps qui vont nous rendre proprement monstrueux. Donc l'acné, les dents, on met des bagues sur les dents, et c'est là qu'on est au sommet de notre pouvoir de séduction, parce qu'on découvre la relation aux autres. Bon, c'est compliqué l'adolescence pour tout un tas d'autres raisons. Donc effectivement, ce qu'on appelle le pubertaire, le fait que ça nous tombe dessus, que ce n'est pas choisi, ça c'est le début. Ce qui est très beau, c'est qu'on sait moins bien quand est-ce qu'on sort de l'adolescence. Et donc on est dedans, mais on ne sait pas trop jusqu'à quand. Oui, il y a aussi cette transition de l'adolescence à l'âge adulte, et oui. Moi, je cherche encore, moi, personnellement. Ah bon? Ça me va. Vous trouverez. J'aimerais revenir sur quand vous parliez de l'éducation en général. J'ai remarqué que vous aviez tendance à parler d'un côté de l'enfant et de l'autre côté des parents en tant que quantité. Vous ne faisiez pas de distinction entre père et mère. Du coup, est-ce que vous pensiez que le père et la mère doivent jouer des rôles différents? Et si oui, sont-ils les mêmes? Ou du moins, les attentes envers le père et la mère sont-elles les mêmes dans le référentiel de l'adulte ou de la société en général et dans le prisme de l'enfant? D'accord, ça c'est une question chaude. Alors du coup, je vous dis comment moi je vois les choses. Okay, donc effectivement, je ne fais pas trop de différence. Je ne pense pas qu'en termes dans l'éducation, qu'il y ait à répartir en fait ce que l'un ou l'autre va faire, le père ou la mère. Première remarque. Deuxième remarque, je ne pense même pas qu'un enfant ait besoin d'un père et d'une mère. Pourquoi? C'est assez. Il a besoin de quoi, un enfant? Il a besoin d'attention, d'affection, de temps, de tendresse, tout ce que vous voulez, de patience. En général, ça vient du père et de la mère. Mais imaginons que par un drame de la vie, il perd ses deux parents. Il a toujours besoin d'attention, de tendresse, d'affection. Donc ces besoins ne sont pas forcément attachés de manière inconditionnelle à la figure parentale. Bon. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quand même des différences absolument incontournables. Le fait que ce soit la mère qui porte l'enfant dans son ventre, par exemple. Et donc là, j'ai le dernier chapitre de mon livre. Je l'ai intitulé, parce que l'expression n'est pas de moi, mais pour faire réfléchir les gens, je l'ai intitulé « La sauvagerie maternelle ». Et là, je n'ai pas dit parentale. Bon. L'expression, elle n'est pas de moi, elle est d'une philosophe qui était aussi psychanalyste, qui s'appelait Anne Dufourmentel. Elle écrit ce livre qui s'appelle « La sauvagerie maternelle ».
évidemment, c'est un peu provocateur. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Et pourquoi que c'est que du côté de la mère? Et voilà. Et donc le livre est extraordinaire, mais difficile. Et je voulais parler de ce qu'elle dit pour justement dire, mais peut-être qu'on pourrait voir les choses autrement. Qu'est-ce qui permet d'apaiser et de dépasser cette position de sauvagerie maternelle? Elle entend par sauvagerie maternelle la tentation inhérente en chaque mère, donc pour elle c'est plus dans la mère que dans le père, de vouloir garder pour elle l'enfant, de le retenir alors qu'il doit partir. Et j'ai mis en face de la sauvagerie maternelle une analyse d'un tableau que vous connaissez peut-être qui s'appelle La Joconde. Et donc, la Joconde, c'est un sourire, c'est le sourire d'une mère. Et c'est le sourire, moi je le comprends comme ça, d'une mère qui est en train de laisser partir son enfant. Et qui lui dit, va mon enfant, tu vas être heureux dans ce monde que tu as à construire. Elle aimerait le garder, mais elle le laisse partir. Bon. Donc c'est l'antithèse. Donc là, oui, il peut y avoir peut-être des différences. C'est une question difficile et insoluble. Moi, j'aime bien l'idée que, voilà, dans toutes les tâches éducatives, père ou mère, ça peut. Ils ne sont pas obligés de faire la même chose. Ils peuvent être complémentaires, mais il n'y a pas raison de flécher une fonction vers l'un plutôt que vers l'autre. Voilà. Après, c'est ouvert à discussion si vous avez une idée. Non, pas spécialement, mais permettez-moi de préciser, j'avais une deuxième partie entre guillemets à ma question. Est-ce que, donc certes, les parents ou les éducateurs peuvent jouer des rôles similaires, et est-ce que cet éducateur, comment dire, est-ce que l'enfant attend les mêmes choses de l'éducateur que la société attend l'éducateur envers l'enfant? Non, je me suis mal exprimé. Vas-y, reformule la question. C'était pas mal. Est-ce que les attentes que la société place en un éducateur pour fournir tout un savoir ou tout un panel de connaissances à l'enfant sont les mêmes que ce que l'enfant aimerait placer dans l'éducateur? Si, permettez-moi de citer Rousseau, quand il dit que l'enfant a besoin d'un éducateur avec qui il peut être partenaire de jeu et d'expérience, c'est ce que souhaite l'enfant. Par contre, il fait l'opposition avec le fait que l'adulte, lui, doit un citoyen à la société, doit former un être accompli et capable de vivre dans un monde social. Et donc, comment arriver à maintenir cette différence de point de vue entre la société d'un côté et l'enfant de l'autre pour satisfaire les deux? D'accord. Oui, question complexe. Je comprends qu'il faille s'y reprendre à plusieurs fois. Moi, voilà ce que je comprends. J'ai l'impression, dans ce que vous demandez, que vous pointez le fait que les adultes ont des attentes vis-à-vis des éducateurs qui s'occupent des enfants. Et l'enfant, lui, il a ses besoins, en fait. Ce que dit Rousseau, il a ses besoins. Il n'a pas forcément d'attentes. Et les attentes, c'est effectivement très exposé à la déception, on va dire. Alors, moi, je vous raconte une petite histoire que j'ai entendue de gens qui travaillaient en crèche et qui vont vous parler des attentes des adultes. Vous allez voir, c'est intéressant. Donc, une directrice de crèche, elle travaille dans une crèche, dans un quartier très chic, dans une banlieue très chic autour de Paris qui s'appelle Versailles. Et donc, Versailles, c'est assez conservateur, on va dire. Et donc là, il y avait des parents, et les parents sont assez exigeants, en fait, parce qu'ils ont des attentes, en fait. Et ils arrivaient le matin, et le grand problème des parents, c'était, quand ils venaient chercher l'enfant, c'est « Ah, mais il n'avait pas ce pull quand il est venu ce matin. Et puis, elle était coiffée avec 2 couettes, mais elle n'a plus qu'une couette. » Vous voyez ? Et donc, les parents étaient très exigeants sur la tenue vestimentaire. Et le fait que le pull soit à l'envers, ou qu'ils aient échangé avec le voisin, ça les crispait un peu. Et donc, il fallait faire attention au moment de reconfier l'enfant aux parents, à vraiment être bien calé sur les vêtements. Après, elle change de poste, et elle va dans le sud de Paris, à Orsay, où il y a toutes les grandes écoles d'ingénieurs, où il y a plein de scientifiques, là. Et alors là, le public est très différent. Les enfants arrivent à la crèche, ils ont le pull à l'envers, ils ont 2 chaussettes de couleurs différentes. Autant dire, les vêtements, c'est pas important du tout. Donc on pourrait se dire, ouais, c'est une sacrée différence. En revanche, quand ils venaient le soir, vous savez ce qu'ils demandaient aux responsables de la crèche? Qu'est-ce qu'ils ont appris aujourd'hui? Comment ils ont progressé dans les apprentissages? Quelles compétences ils ont coché vert? Et donc, ça, c'est des attentes des parents, quoi. Voilà. Donc oui, bien sûr,
confier son enfant à quelqu'un, c'est souvent confier ce qu'on a de plus précieux. Donc, c'est normal qu'on ait ces attentes, mais c'est ingérable. Les attentes sont infinies. Donc, oui, les attentes sont larges. Et l'enfant, de son côté, ce qui est beau, c'est qu'il n'a aucune attente. Il est là, et il a juste envie, ça c'est le plus important dans la relation éducative, il a envie que quelque chose se passe. Voilà. La routine, c'est pas possible, quoi. Il est là, et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Mais j'imagine comme les élèves qui arrivent dans une salle de classe. Qu'est-ce qui fait que je me suis levé ce matin, que je suis venu dans votre salle de classe? J'aurais pu rester au lit et puis écouter un enregistrement du cours. Maintenant, ça se fait. Hein. Pourquoi ne pas écouter un enregistrement du cours à distance? Pourquoi je me lève? Pourquoi je vais jusqu'au lycée? Pourquoi je m'assois à côté des autres? Pour que quelque chose se passe. Exactement comme ce soir. Ça me touche beaucoup que vous soyez venus. Pourquoi? Pour que quelque chose se passe. C'est-à-dire pour qu'une question improbable se pose. Et donc, je pense que les enfants, ils ne sont pas du tout sur ce... Ils n'ont pas d'attente particulière. Et Rousseau, je pense qu'il n'emploie pas le mot attente. Faites bien attention, il parle des besoins de l'enfant. Et il n'est pas vraiment sur la question des attentes. Ouais. Faudrait voir. Une question devant, oui. Vous êtes sûr que c'est très simple? Vous êtes engagé devant tout le monde. Hein? Je me méfie quand on commence en disant... C'est très... Au début, je suis un peu gênée. Eh ben, allez-y. Je vous explique pourquoi. Parce que je suis enseignante et parent. Oui. Voilà. Et il me semble quand même qu'il faut distinguer... quand on parle d'éducateur, pour moi, un enseignant peut être un éducateur, mais est-ce qu'un parent est vraiment un éducateur, d'une certaine façon? Parce que souvent, vous faites le va-et-vient entre la classe... Et bon, voilà, moi, dans ma vie, j'ai toujours essayé de distinguer le fait que mes enfants, justement, n'étaient pas mes élèves. Pour moi, j'éduque d'une certaine façon mes élèves, peut-être pas mes enfants. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En tout cas, pas de la même façon, peut-être. Pas de la même façon. Alors, développez-moi votre point de vue, c'est intéressant. Vous pensez qu'un parent n'est pas éducateur? Non, mais si, mais quand vous parlez de la punition, notamment, je pensais, oui. En tant qu'enseignant, on peut pratiquer certains types de punitions en calculant, en cherchant l'obéissance et ensuite apporter des connaissances. Mais le parent n'est pas celui qui va maîtriser, comme les jeunes parlent d'apport de connaissances, c'est pas du tout ça. Il me semble qu'on est dans une relation qui finalement, quand on parle de l'enfance, c'est la relation à autrui. Et finalement, que ce soit un enfant ou pas, est-ce que c'est si important? Enfin, je ne sais pas comment vous... Oui, il y a plein de choses là. Oui, vous avez dit, c'était simple votre question. Vous avez vu, j'ai eu raison de me méfier. C'est un peu confus, non? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors je vous dis comment moi je vois les choses et les distinctions qui m'aident moi. Oui. Moi, je fais la distinction entre éducation et enseignement. Oui, d'accord. Alors on est d'accord. Et je pense qu'effectivement, avec mes enfants, je n'enseigne pas à mes enfants. Je les éduque. En revanche, avec mes élèves, c'est une relation d'enseignement dans laquelle il y a quelque chose comme de l'éducatif qui est pris. Les formations que je fais dans les établissements scolaires, ce sont des formations pour tous les personnels de l'établissement. Et je me suis aperçu que très souvent, les gens pensent que c'est des formations que pour les enseignants. Or, à l'intérieur d'un établissement scolaire, tous les adultes de l'établissement sont dans une position éducative à l'égard des enfants. Je ne dis pas d'enseignement. Et j'adore dans mes formations quand il y a des enseignants, mais pas que. Quand il y a, par exemple, la secrétaire de direction, quand il y a les CPE, les surveillants, qui voient d'autres choses, qui ont une autre relation aux élèves. Et cette relation, elle est forcément éducative. Les gens qui servent le repas le midi, les gens qui nettoient les salles de classe, ils voient des choses aussi sur ce que sont les jeunes. Et le plus intéressant dans ces formations, c'est quand les différents points de vue se croisent. Et quand l'un va dire, bah moi, voilà, ce jeune, je le vois comme ça, et ça va pas du tout. Et l'autre va dire, mais tu sais que moi, bah, par exemple, tous les jours, il vient m'aider quand je nettoie les salles. Ah bon, bah alors je voyais pas ça. Donc, je prendrai l'éducation dans un sens large, et il y a une branche de l'éducation qui est la question de l'enseignement ou de l'instruction, comme on disait avant, qui là demande. Alors, la spécificité de l'enseignement, c'est que et ça, Rousseau en parle. On ne peut rien faire si on ne touche pas le désir de l'autre. Dans l'enseignement. Je vous donne une phrase célèbre avec laquelle je ne suis pas d'accord. On ne peut pas donner à boire à un cheval qui n'a pas soif. C'est une phrase d'un éducateur pourtant. Alors, je dis OK pour la métaphore. Parfois, il y a une métaphore plus cruelle. On ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. OK.
Alors moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Pourquoi ? Pour une raison toute simple. Si vous ne donnez pas à boire à un cheval, au bout d'un moment, nécessairement, viendra un moment où il aura soif. Bon. Si vous ne faites pas naître le désir d'apprendre chez un élève, il n'est pas sûr que ce désir vienne un jour ou l'autre. Et c'est même pire que ça aujourd'hui. Les jeunes, ils ont le désir de savoir, ils n'ont pas le désir d'apprendre. Et pour savoir, c'est très simple, ils ont leur téléphone portable. Et ça, c'est imbattable. En revanche, apprendre, c'est pas pareil. Apprendre, ça va demander du temps, ça va demander de l'effort, ça va demander qu'on fasse des sacrifices, qu'on supporte effectivement une certaine forme de résistance. C'est là qu'ils ont besoin d'un autre. Et ça, c'est merveilleux, mais il faut toucher le désir de l'autre. Et Rousseau dit, pour l'apprentissage de la lecture, ça c'est extraordinaire ce passage, est-ce qu'il faut la méthode globale ou la méthode syllabique ? C'est presque ça, hein, il n'a pas ces termes-là, mais c'est presque ça. Et lui dit, peu importe la méthode, s'il a le désir d'apprendre à lire, ça va aller tout seul. Et donc voilà, dans l'enseignement, je vois cette question du désir dans ce que je transmets. Et ma réponse sur ça, comment on touche le désir de l'autre, on ne peut pas toucher le désir de l'élève s'il ne voit pas notre propre désir pour ceux dont nous parlons. Voilà. Donc c'est pour ça qu'un professeur qui s'ennuie, c'est terrible. Il faut avoir un désir immense pour notre matière, en fait, notre discipline. Et c'est ça qui va porter la relation d'enseignement. Voilà ce que je me dis. Est-ce que ça clarifie un peu votre... Oui. Je vais d'ailleurs développer à des inspecteurs, mais ça n'aura pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Je regarde la montre, on est normalement au terme de l'échange. Ok. Ça vous va, Aude, si on termine là ? Très bien. Eh ben, on vous remercie tous très chaleureusement d'être venus ce soir. Merci de votre participation. Vous venez d'écouter Laurent Bacler à l'occasion de la parution aux éditions RS de son livre La philo au berceau, enregistré lundi 27 septembre 2021 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio.